Bonjour, je vous propose aujourd'hui d'aborder les outils de la politique de produit ou comment gérer le portefeuille d'une marque. À l'agenda, nous verrons ce que constitue le portefeuille de produits, la gamme des produits, la politique de marque, les stratégies de la marque, les principales politiques de produits, la politique de conditionnement et enfin la stratégie de produit. Le cycle de vie constitue un élément essentiel de la stratégie marketing. Mais en pratique, la plupart des entreprises, qu'il s'agisse de fabricants ou de distributeurs, gèrent un grand nombre de produits. C'est l'ensemble de tous les produits de l'entreprise que l'on appelle le portefeuille de produits ou mix de produits. Pour s'y retrouver plus facilement, le responsable marketing structure les produits de l'entreprise selon différents niveaux. Celui de l'article, celui de la gamme et celui du portefeuille de produits. Un article, c'est une version particulière d'un produit. La ligne de produits est constituée de tous les modèles d'une même famille. Et la gamme elle-même est constituée de toutes les lignes de produits offertes par l'entreprise. Le portefeuille de produits est l'ensemble de tous les produits offerts à la vente pour une entreprise. Il est donc constitué de différentes gammes, comme le représente le dessin sur la dia, et on va retrouver différents éléments qui permettent de comprendre ce qui se passe. Ici, nous avons 3 familles de produits avec des produits identifiés différemment. Alors, dans un premier temps, nous allons retrouver la largeur du portefeuille de produits. Il y a de nombreuses familles, 3 ici. Les lignes sont souvent regroupées en gammes, mais ne contenant pas nécessairement de nombreuses références. Imaginons une concession automobile. Nous aurons les voitures, les accessoires, les services, la carrosserie. La largeur de la gamme traduit la politique de diversification menée par l'entreprise en vue de compenser une baisse cyclique de la demande d'une de ces familles. Nous avons ensuite la longueur du portefeuille. Les lignes ou familles comptent en moyenne de nombreux articles différents. Tous les modèles d'une gamme, par exemple. La longueur de la gamme traduit la volonté de l'entreprise de s'attaquer à différents marchés et groupes de consommateurs différents. Ensuite, nous avons la profondeur du portefeuille. Les lignes de produits contiennent plusieurs références par article. Ces références ne diffèrent entre elles que par des données mineures, telles que la couleur d'une carrosserie pour une voiture, les dimensions ou, pour certains produits alimentaires, les emballages. Pour une voiture en particulier, différentes motorisations, équipements, couleurs. La profondeur du portefeuille permet la customisation de l'offre. C'est ainsi que nous allons retrouver, quel que soit le fabricant, le producteur, cette notion de gamme de produits avec la largeur, la longueur et la profondeur. En largeur, rappelons, ce sont les différents articles, article 1, 2, services, etc. En longueur, pour une concession automobile, ce sera par exemple les différents modèles. Et en profondeur, c'est pour chaque article la référence. Pour l'article 1, il peut y avoir la référence 1, la référence 2, etc. La gestion des gammes de produits est relativement importante pour l'entreprise. Elle doit être adaptée aux spécificités de l'entreprise et du marché. Alors la figure représentée ci-contre permet de comparer 2 entreprises très différentes. La première entreprise, à gauche, offre une gamme très consistante. Degré de similitude élevé entre les différentes lignes de produits, ampoules et luminaires. Peu variées, nous avons 2 lignes de produits de longueur moyenne. La stratégie de cette entreprise, en proposant une gamme consistante, se justifie à la fois par la volonté d'exploiter les ressources technologiques et commerciales disponibles et la recherche d'un positionnement singulier. C'est une image de professionnalisme dans le domaine de l'éclairage. Elle offre ainsi une gamme cohérente. Mais on peut aussi analyser la gamme de l'entreprise B. La seconde entreprise, sur la droite, propose une gamme peu consistante. Il n'y a aucun trait commun entre les gammes de produits, les ampoules, les parapluies, les placements, la radio et les voyages. Et elle n'est pas variée ou large. Nous avons 5 lignes de produits et de longueur courte.
La longueur courte de la gamme offerte par l'entreprise B peut s'expliquer par le fait que l'entreprise est active sur des segments restreints de marché qui expriment des besoins très précis et identiques. Quelle que soit l'entreprise, A ou B, il est important d'analyser la gamme. Alors, comment analyse-t-on la gamme? On va regarder la contribution des articles au chiffre d'affaires et aux bénéfices. Le responsable marketing évalue sa gamme en fonction de la contribution de chaque produit face à un nombre élevé de produits à contribution faible qui génèrent des coûts élevés. Le responsable marketing s'interrogera sur la nécessité de continuer à commercialiser ces produits. Par contre, en présence d'un nombre limité de produits qui génèrent une contribution importante aux bénéfices et au chiffre d'affaires, mais qui passent la gamme dans une position vulnérable, par exemple, si deux produits produisent à eux seuls, génèrent à eux seuls 85% des chiffres d'affaires, le responsable marketing surveillera attentivement leur évolution. On va aussi tenir compte de la concurrence. L'homme de marketing va chercher à identifier les concurrents, les différents produits fabriqués et le positionnement de chacun d'entre eux. L'idée est d'identifier les segments de marché sans réelle concurrence ou déterminer de nouveaux positionnements pour de nouveaux produits. Ce qui va poser la question de l'étendue de la gamme. L'étendue de la gamme constitue une discussion difficile. Une gamme trop courte, trop peu d'articles limite les opportunités d'affaires. Une gamme trop longue, trop d'articles augmente les coûts. Le responsable marketing peut donc décider de modifier l'étendue de la gamme en pratiquant l'extension de la gamme, la consolidation de la gamme, la modernisation de la gamme, la différenciation de la gamme ou l'élagage de la gamme. Regardons ici un exemple d'extension de gamme pour un produit a priori relativement simple, des tomates. Nous voyons que la société, l'Authentique, a imaginé de proposer 3 types de tomates cerises. Ensuite, elle propose aussi 2 tailles de tomates de tailles différentes et ensuite, elle propose 2 variétés différentes. Si l'on regarde les tomates cerises, tout est basé sur le conditionnement. On a un conditionnement en 250 grammes, en 500 grammes ou un troisième conditionnement qui consiste à offrir des tomates en grappes. En ce qui concerne les tailles, nous avons une tomate de la taille d'un cœur de pigeon et la seconde, une tomate spéciale pour les cocktails. Enfin, pour les variétés, nous aurons une variété Florentina et une variété Romanella. Ici, l'intérêt, c'est qu'en spécifiant, caractérisant un produit initial, l'entreprise peut ainsi proposer 3 logiques différentes. Une logique en fonction du poids du conditionnement, une logique en fonction de la taille du produit, une logique en fonction des variétés. La marque Les Authentiques réussit son extension de gamme. Le danger, cependant, dans une stratégie de gamme, c'est la cannibalisation. La cannibalisation, de quoi s'agit-il? Imaginons ici une entreprise qui a 5 segments de marché, numérotés 1, 2, 3, 4, 5 en chiffres romains. Sur le segment 1, l'entreprise propose à 80% de parts de marché. Sur le 2, 60%, sur le 3, 30%, sur le 4, 10%. Elle décide de lancer un nouveau produit que l'on va appeler B. Alors, ce produit se répartit comme ça. Sur le segment 1, il a 5% de marché qui complète les 75% de son produit A. Au total, ils ont bien 80%, ce qui était la part de marché initiale avant le lancement du produit. Cependant, ils ont 2 produits à fabriquer pour la même part de marché. Ce n'est pas extrêmement intéressant. Sur le segment 2, même phénomène, 60%, mais là, de nouveau, on s'aperçoit que c'est 50% du produit A qui a perdu 10%, qui était rattrapé par le produit B. Par contre, sur le segment 3, il y a une nette chute de la part de marché. Le produit A passe de 30% à 10%. Par contre, le produit B prend une part importante.
Ce qui est intéressant, c'est de constater que sur segment 4 et le segment 5, là où la marque était initialement absente, elle a pu prendre des parts de marché relativement importantes avec son nouveau produit. Cannibaliser, c'est remplacer, substituer un produit par un autre. Ici, le lancement du produit B est une réelle opportunité pour certains segments et manifestement est un choix positif de la part de l'entreprise. La marque constitue une variable stratégique importante pour le responsable marketing. Elle contribue en effet à augmenter la valeur de l'offre de l'entreprise. Elle doit donc être gérée avec une attention particulière par le chef de produit car la politique de marque est étroitement liée à la stratégie de produit et du marketing mix en général. Nous allons donc distinguer la marque. La marque, c'est un nom, un mot, une expression, un dessin, un symbole ou toute combinaison de ces éléments dont le but est d'identifier les biens et services d'une entreprise pour les différencier de sa concurrence. Elle se traduit généralement par un nom de marque, un élément verbal, un emblème, logotype, dessin, couleur ou graphisme distinctif. Parmi la marque, on distingue plusieurs fonctions. La marque poursuit une fonction de positionner le produit. Le choix d'une marque permet au fabricant de situer le produit par rapport à ses concurrents, authentifier le produit. La marque garantit la fabrication du produit à l'entreprise. Communiquer. La marque constitue un vecteur de communication pour l'entreprise. Valoriser. La marque permet au distributeur de valoriser son enseigne à travers des produits de marque connue. Développer des promotions. La marque permet au distributeur de développer les actions de promotion combinées avec la marque propre dans ses points de vente, identifier le produit, le consommateur reconnaît le produit au sein du point de vente, distinguer le produit, le consommateur reconnaît le produit au sein du point de vente, mais aussi à travers son conditionnement, le consommateur compare ce produit à d'autres, garantir le produit ou le service, l'achat d'un bien ou service de la marque garantit au consommateur la qualité dans le temps et l'espace, indiquer l'origine du bien ou du service, personnaliser l'achat, la marque joue un rôle de totem, contribuer à l'adaptation du produit aux besoins du marché et enfin connoter une fonction ludique. La marque est objet de collection d'animation via les personnages développés. Alors évidemment, il existe différentes catégories de marques. On va retrouver la marque nationale, marque de producteur, marque de fabricant, appelée aussi marque A. Elle permet avant l'achat de faire connaître le produit grâce à la publicité et après l'achat de fixer l'image de marque dans les esprits du point de vue de la marque, peut même devenir un nom commun, pensons Bic, Frigidaire, Coca. La marque représente le souvenir cumulé des impressions retirées par le consommateur après l'usage du produit. Et puis nous avons les marques de distributeurs, les marques propres, ou même marques d'enseigne. Certaines utilisent l'enseigne comme nom de marque, ce qui favorise l'identification de la marque avec l'enseigne, ou choisir le nom de marque n'ayant aucun rapport avec l'enseigne, de façon à éventuellement favoriser la confusion avec une marque de fabricant. La marque sous licence permet de commercialiser des produits sous un nom de marque qui s'éloigne du territoire d'origine. Les pulls Mickey, les lunettes Porsche, le merchandising Tintin, l'entreprise perçoit en retour des royalties. Les marques sous licence se développent surtout dans le secteur des produits de luxe. Et enfin, les produits sans marque qui proposent aux consommateurs une version simplifiée des produits. En 1976, Carrefour avait créé une marque Produits Libres. Le statut de la marque est important. C'est une marque de producteur, on va utiliser un seul nom générique pour couvrir tous les produits qu'ils soient. La marque Peugeot propose des voitures, des vélomoteurs, des vélos, des moulins à poivre. Tout est question d'engrenage. La marque produit se caractérise par un ensemble de signes qui lui sont propres. Procter & Gamble ainsi propose Ariel, Vizir, Dash et d'autres marques. La marque gamme. Une marque est utilisée pour désigner tout un ensemble de produits homogènes. Pensons à la marque Findus qui propose poisson, pizza, plats cuisinés surgelés. La marque ombrelle, une marque sert à désigner un ensemble hétérogène de produits. Amora est un bel exemple avec la moutarde, les cornichons, les sauces, les épices. Une marque caution, marque-toi ou house brand. Une marque mère assure la cohésion et l'authentification de plusieurs marques. C'est le cas de Nestlé avec Nesquik, Nescafé, Nesti, Nescore, etc. Le brand date,
La marque d'entreprise désigne le produit proposé en absence de dénomination générique du produit, la marque Lego ou la marque Schweppes. En fait, la griffe est une signature d'une création originale qui s'exprime à travers une compétence reconnue et non par rapport à des biens spécifiques. Cartier, Louis Vuitton, Pierre Cardin. La marque peut adopter plusieurs stratégies, mais les questions restent toujours la même. En dehors de la question primordiale de savoir si l'entreprise doit commercialiser ses produits sous une marque ou non, rappelons que de nombreux produits de consommation courante comme le sucre, le sel, le vin, le jambon, les vêtements ont été longtemps vendus sans marque, 4 questions stratégiques se posent. Qui doit apposer la marque? Tous les produits proposés doivent-ils avoir la même marque? Faut-il décider d'une marque générique, family brand, ou développer des marques spécifiques en fonction de différents produits? Les nouveaux produits doivent-ils être vendus sous la même marque? Faut-il étendre la gamme? Peut-on repositionner une marque existante? À partir de là, il faudra donc décider de la stratégie à adopter. Dès le moment où une marque décide dans une catégorie existante de garder la marque existante, on parlera d'extension de gamme. Si elle se trouve dans une catégorie avec des nouveaux produits, elle veut garder la marque existante, on parlera d'extension de gamme. Et dans le cas où c'est nouveau, on parlera de marques multiples, de nouvelles marques. L'extension de gamme, l'entreprise va introduire de nouvelles variantes du produit sur la marque actuelle. Côte d'Or, Carte d'Or, ce sont des marques spécialisées. Alors, Carte d'Or, c'est une marque spécialisée en crème glacée qui, sous la même marque de crème glacée, aux fruits au yaourt, va proposer par exemple des mousses glacées. Côte d'Or va développer toute une série de panoplies de chocolat différents. L'extension de marque. L'entreprise va utiliser une marque qui a fait ses preuves. Ainsi, la marque Mars Ice Cream est une marque dérivée de la célèbre barre chocolatée. Les biscuits Mars, même chose. Les marques multiples. Le producteur développe plusieurs marques qui répondent aux mêmes besoins et se concurrencent. Sur le marché du café, des détergents, de la bière ou des aliments pour animaux, plusieurs entreprises proposent des produits concurrents. La présence de marques multiples renforce le référencement de l'entreprise en linéaire, car l'introduction de plusieurs marques par un fabricant permet de disposer d'un espace supérieur à celui dont dispose un fabricant monomarque. Le dynamisme des vendeurs et la croissance des ventes, vu la volonté des consommateurs de tester d'autres marques chez le même producteur et la possibilité de segmenter le marché. Enfin, on peut adopter une stratégie de nouvelle marque quand l'entreprise lance un produit qui ne peut s'intégrer dans les marques existantes ou qui pourrait affecter l'image de celle-ci. Elle doit utiliser de nouvelles marques. Toyota a ainsi utilisé la marque Lexus pour conquérir le marché haut de gamme. Parfois, l'entreprise utilise le co-branding, l'association de deux marques pour lancer de nouveaux produits. Danone et Motta, Coca-Cola et Bacardi, Twingo et Kenzo, Timex et Microsoft, Pampers et Fisher-Price. Le co-branding développe la complémentarité des attributs de chaque marque et apparaît comme une alternative à l'extension de marque. La marque n'est pas un objet statique. Elle évolue avec le temps et parfois ses attributs ont vieilli et ne sont plus adaptés au marché. Ou encore, un concurrent s'est installé dans le segment avec un nouveau produit. Ainsi, la société vedette utilisait la symbolique de la mer Denis pour vendre ses lave-linges. L'entreprise qui envisage de repositionner une marque doit analyser les coûts liés au repositionnement, modification du produit, de l'emballage, l'investissement publicitaire, le profit dégagé et vérifier que la marque nouvelle formule pourra satisfaire les besoins des consommateurs. Regardons ici la DIA et nous voyons un certain nombre de marques qui sont positionnées, M1, M2, M3, M4, M5. Le premier axe horizontal positionne la marque en fonction de la qualité de sa perception, faible à très élevée, sur le premier critère d'importance de sélection du consommateur. L'axe vertical positionne sur le second critère. Que constater? La marque M1 et M2 sont très bien positionnées sur les deux critères. À l'inverse, la marque M4 est très mal positionnée sur ces deux critères et son positionnement doit être revu. Sans doute requalifier le produit, le revoir, les réécrire éventuellement, tandis que la marque M3 et M5 ne sont bien positionnés que sur un seul des critères. Et donc là aussi, il faut évaluer à nouveau cette marque.
Quand on parle de politique de produits, on parle aussi de politique de nouveaux produits. Souvent, on assimile la politique de produits à exclusivement la politique de nouveaux produits. L'entreprise doit bien sûr détecter les besoins et les opportunités de marché, les goûts des consommateurs, la technologie, les produits de la concurrence évoluent. L'entreprise doit s'adapter et innover. Or, le concept de nouveauté est large et va de l'innovation fondamentale aux variantes de produits existantes. La nouveauté est surtout déterminée par la perception des consommateurs face à l'innovation. Alors, cette innovation va devoir tenir compte des besoins rencontrés, d'un concept à satisfaire, des ingrédients comprenant des matériaux, une technologie, un savoir apte à rendre le concept opérationnel. Souvent, on va dépasser cette innovation en travaillant avec un concept qu'on appelle la politique de modification. Pour répondre à la demande des consommateurs, on ne va pas nécessairement créer un nouveau produit, mais on va modifier le produit de manière à préserver le profit et à atteindre ses objectifs. C'est surtout en phase de maturité du cycle de vie des produits qu'intervient cette décision de modification. Les produits ont besoin d'être rajeunis, transformés afin de rester compétitifs sur le marché. Comment va-t-on procéder? En jouant sur la qualité, ses caractéristiques et son style. On peut aussi décider d'abandonner le produit parce qu'il ne correspond plus à un moment donné aux attentes des consommateurs. C'est ce qu'on appelle des poids morts. Enfin, une autre politique consiste à améliorer la qualité des produits de manière à ce qu'il existe une relation étroite entre qualité, satisfaction des clients et la rentabilité. L'emballage joue un rôle important en fonction du lieu ou du segment de consommation. Il poursuit 6 objectifs: la protection du produit, l'économie et la commodité, la publicité de la marque et des produits, la promotion de la marque, l'information sur le produit et la réponse aux besoins légaux, éthiques et écologiques. Un emballage réussi doit donc prendre en compte son coût de fabrication, la présence du logo de la marque, ses capacités de résistance, ses formes, volumes et couleurs, le design, sa valeur promotionnelle, sa responsabilité environnementale, ses segments utilisateurs et ses canaux de distribution et les exigences légales. Le choix d'un type de conditionnement s'inscrit dans la stratégie de l'entreprise à 2 niveaux: entre le producteur et ses intermédiaires, le distributeur, entre les intermédiaires et les consommateurs. À ce titre, il doit répondre aux attentes des distributeurs et aux attentes des consommateurs. Pour l'intermédiaire, le conditionnement doit répondre à 3 exigences. Il doit être résistant au choc, il doit être facile à manipuler, il doit protéger contre la détérioration. Pour les consommateurs, le conditionnement doit avoir une forme et une couleur particulières puisqu'il sert de support de communication. Il doit avoir une taille qui corresponde à la taille des familles monoparentales, des célibataires ou des familles nombreuses, être adapté. Il doit être commode d'utilisation et bien sûr présenter une valeur promotionnelle unique. C'est la raison pour laquelle le conditionnement s'accompagne très régulièrement d'un étiquetage, d'une étiquette qui peut prendre des formes sophistiquées, avec logo se limiter aux informations essentielles mais légales. Elle permet d'identifier le produit, nature, prix à l'unité, l'unité de poids de mesure et le décrire. Fabricant, origine, mode de production, date limite de consommation, ingrédients et mode d'utilisation. Pour les produits en vrac, le panneau de prix doit aussi renseigner les. Le choix d'un packaging est quelque chose d'important. Prenons le cas ici du couscous présenté comme tel par la société Ferrero. En fait, il s'agit d'une gamme de semoules aromatisées présentée comme accompagnement et prête en 5 minutes. L'objectif était de faire découvrir aux consommateurs la semoule qui est 10 fois moins consommée que le riz. Lancement en 1999, ça a longtemps vivoté, la part de marché est de 10% des semoules. Après changement du packaging. Alors le packaging initial était un très mauvais plastique, il mettait en évidence un couscous aux épices d'Orient et donc réservé au couscous. Le nouveau packaging a complètement changé. Il était relooké, il n'est plus dans un plastique mais dans un carton.
il insiste sur l'aspect nouveau. On voit un parfum des Indes, mais précision Curidou, pour ne pas exclure les consommateurs qui n'aiment pas quelque chose de trop relevé. Ensuite, il a été bien mentionné pour accompagner viande et poisson. On n'est donc plus uniquement dans un couscous, mais dans une semoule qui accompagne. C'est ainsi que la part de marché est passée de moins de 1% en 10% après révision du packaging. La stratégie de produit peut adopter des règles différentes. C'est ce qu'on appelle le couple produit-marché. Pour ce faire, la stratégie peut être de non-différenciation ou adopter une segmentation. La segmentation peut varier en fonction de différentes choses, ce qui va modifier la stratégie de couverture du marché. Si on regarde les trois stratégies assez classiques, on aura le marketing indifférencié, le marketing différencié, le marketing concentré. Le marketing indifférencié, le principe est le suivant, j'essaie de conquérir tout un marché en réalisant des économies d'échelle importantes parce que le produit est unique et donc je vais proposer un marketing unique. La limite, le risque de concurrence est intense et difficulté de cibler les groupes d'audience non homogènes. Dans le cas du marketing différencié, au contraire, je vais sélectionner un segment qui est une cible spécifique et donc je vais maximiser les différences existantes et pour chaque segment identifié, je vais adopter une stratégie différente. Stratégie, communication, distribution, marketing différencié. Les produits ne sont plus uniques mais varient en fonction des clients. Gros avantages, forte présence de la marque, une augmentation du taux de couverture. Gros désavantages, les coûts augmentent. Souvent, l'entreprise a alors une autre orientation, ce qu'on appelle le marketing concentré. Elle va viser un seul segment avec un marketing unique. Évidemment, le danger, comme elle n'est présente que sur un marché, c'est un risque lié à l'obsolescence du segment ou à l'arrivée d'un concurrent. C'est la raison pour laquelle on va trouver 5 stratégies de couverture du marché. À l'exception de la stratégie de couverture globale qui, comme son nom l'indique, consiste à couvrir tout le marché et situé à l'extrême droite sur le graphique, les 4 autres stratégies vont proposer des stratégies de segmentation. Soit stratégie de niche, vendre un segment particulier, soit vendre un seul type de produit à toute une série de segments, la spécialisation par produit, soit se spécialiser par marché, vendre un ensemble de produits sur un seul marché, soit adopter une spécialisation sélective, répondre à des opportunités de marché. Ces stratégies seront adoptées selon le profil de l'entreprise. Une start-up ne va pas adopter la même stratégie qu'une PME, qu'une grande entreprise. En fait, plus les moyens sont limités, plus l'entreprise a intérêt à tester sa stratégie sur un segment particulier, voire inexploité. Plus l'entreprise a une taille importante, plus elle a intérêt à maximiser son profit et avoir une approche globale. Chaque stratégie a des avantages, mais aussi des dangers. Le cas de la première stratégie, l'arrivée d'un nouveau compétiteur va poser des problèmes de stratégie de niche. L'obsolescence et la crédibilité de la marque va poser des difficultés à un marketing concentré. La viabilité du secteur sera un des premiers risques d'une extension de marque successive. Et le marketing diversifié pose quelquefois des problèmes de cohérence de produit, de viabilité de secteur, d'obsolescence et de confusion. Enfin, la couverture globale crée des dangers de concurrence intense. N'hésitez pas à consacrer du temps à regarder le graphique. Et si vous voulez en savoir plus, vous connaissez maintenant le refrain, n'hésitez pas à consulter la documentation. Une excellente journée.